Dr Jean-Paul Cotembeduno de bien vouloir nous donner la teneur de ce rapport consacré à l'examen en commission et intercommission du projet de loi portant modalité d'organisation du référendum constitutionnel. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, peut-être devrais-je dire Monsieur le Président aussi, Mesdames les conseillères nationales, je ne voudrais pas qu'on règle mon compte, Monsieur le Président des institutions républicaines, Messieurs les officiers généraux du Conseil du CNRD, pour faire simple, Mesdames et Messieurs, représentants des institutions diplomatiques, consulaires et assimilés, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration parlementaire, la liste est longue, chers invités. Le Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif de la transition, est notamment chargé d'élaborer le projet de constitution. Celui-ci doit ensuite être soumis pour adoption par référendum, au titre de l'article 57 de la Charte. Le référendum nécessite l'existence d'un instrument juridique sous l'empire duquel il a vocation à se tenir. Telle est la raison pour laquelle le gouvernement a saisi le 11 mars 2025 le CNT d'un projet de loi organique portant code électoral. Projet de code électoral comportant un chapitre sur le régime du référendum. La conférence des présidents a ainsi saisi la commission constitution, lois organiques, administration publique et organisation judiciaire comme commission de fond et toutes les autres commissions permanentes comme commission d'avis. Pour des raisons techniques, l'examen de ce projet de loi organique portant code électoral a fini par conduire à l'examen d'un projet de loi référendaire. Ceci résulte aussi de manière substantielle du propos du président du Conseil national de la transition et du même coup du président de la commission loi. Grand 1, saisine du Conseil national de la transition d'un projet de loi organique portant code électoral. Le projet de loi organique portant code électoral vise la charte de la transition. Une telle référence à la charte dans le visa du projet de loi organique et l'existence dans celui-ci des mécanismes tirés de l'avant-projet de constitution ne pouvait demeurer sans conséquences juridiques sérieuses. Ces conséquences tiendraient non seulement à la procédure législative, aux modalités d'adoption de la loi organique, mais surtout à l'exigence de conformité entre celle-ci, donc en parlant de la loi organique, et l'instrument juridique constituant la loi fondamentale de la République en l'état. La question qui s'était alors posée était de savoir quels sont les problèmes de droit que pose la procédure législative enclenchée au fin de l'examen de l'adoption et de l'adoption de ce projet de loi organique portant code électoral dont a été saisi le Conseil national de la transition. Le projet de loi organique portant code électoral dont est saisi le Conseil national de la transition était constitué, sur le plan substantiel, des mécanismes inspirés de l'avant-projet de constitution. Des mécanismes qui, soit n'existent pas dans la charte de la transition, soit sont substantiellement contraires aux mécanismes de celui-ci. L'examen du projet de loi organique portant code électoral, tel qu'il avait été introduit, posait notamment le problème prévisible de risque de censure de la loi organique sur des points essentiels, propos qui a, de manière substantielle et implicite, résulté, n'est-ce pas, du discours du président du CNT. Une telle censure procédant du contrôle obligatoire de conformité de la loi organique, adoptée par la charte, et en raison de sa prévisibilité, ne pouvait permettre la poursuite de l'examen de ces projets tels qu'initialement introduits. Parce que posait assez de soucis. Premier point, la charte de la transition, constitution en vigueur avant l'approbation d'une nouvelle constitution. Au titre de l'article 9, alinéa 2 du Code civil guinéen, les lois prises au sens de l'âge obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance. La constitution, les conventions et accords internationaux, les lois, l'ordonnance, le décret, les arrêtés, les décisions. Pendant la durée de la transition amorcée le 5 septembre 2021, la charte de la transition, on le sait, fait office de constitution de la République. C'est la lettre de l'esprit de l'article 84 de la charte de la transition, suivant lequel
La présente charte de la transition qui prend effet à partir de sa date de signature sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi fondamentale de la République de Guinée durant la période de la transition. On se rappelle aussi qu'il y a en Guinée, dans l'histoire constitutionnelle, la loi fondamentale du 23 décembre 1990. Cette charte de la transition est l'unique instrument de référence dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité des lois organiques avant la promulgation de la nouvelle constitution. Suivant l'article 78 de la charte, la présente charte devient caduque dès la publication au journal officiel de la République de la nouvelle constitution adoptée par référendum. Cette disposition emporte une double conséquence. D'abord, elle implique que la charte demeurera ainsi appliquée comme loi fondamentale de la République de Guinée tant qu'une nouvelle constitution n'est pas adoptée par référendum, à supposer même que le propos paraisse rébarbatif. Elle implique ensuite que dans ce délai antérieur au référendum, le seul instrument de référence du contrôle de constitutionnalité des lois demeure la charte de la transition, car, cela va sans dire, un projet de constitution n'est pas une constitution, a fortiori un avant-projet de constitution. Lorsqu'il est prévu, tel que le prescrit l'article 57 de la charte de la transition, que le projet de constitution sera soumis à approbation populaire par voie référendaire, c'est son approbation par cette voie et sa promulgation qui lui confère autorité juridique avant que sa publication au journal officiel de la République, formalité postérieure, n'en détermine l'opposabilité. Il en résulte qu'en application des articles 41.12 et 55.2 de la loi organique portant règlement intérieur du CNT, les lois organiques, après adoption, sont promulguées si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le président de la transition, les déclare conformes à la charte de la transition. Le problème substantiel est donc le problème de la conformité de la loi organique à la charte de la transition. Au titre des articles 41.12 et 55.2, dispositions déjà évoquées sur l'exigence de contrôle, le contrôle obligatoire de loi organique est soumis à un régime et aux modalités spécifiques. Il y a des modalités spécifiques. Si en effet le contrôle des lois organiques avant leur promulgation n'est pas automatique, en ce que la Cour suprême ne s'autosaisit pas, parlons sous le contrôle du Premier président, l'organe chargé de saisir la Cour suprême n'a pas le choix, en raison de son caractère obligatoire. La seule marge de manœuvre dont dispose l'organe est le moment de la saisine et dans tous les cas avant la promulgation. Car tant qu'il ne saisit pas la Cour suprême, la loi organique ne sera ni promulguée ni appliquée. Une illustration parfaite de l'exigence de saisine de la Cour suprême tient au fait que cette saisine ne dépend pas d'un doute sur la constitutionnalité d'une loi organique. Elle est juste obligatoire, a fortiori, lorsqu'il est incontestablement évident que le contenu matériel de la loi organique soumise à la procédure législative comporte des mécanismes, le président l'a dit, substantiellement contraires sur un nombre important de points à la loi fondamentale servant de référence au contrôle. Au regard par ailleurs du contrôle obligatoire institué par l'article 41 de la loi organique portant règlement intérieur du CNT, lorsque la Cour suprême est saisie du contrôle de constitutionnalité des lois, elle examine la loi organique dans sa totalité, ce qui est totalement sur le plan procédural différent du cas d'une loi ordinaire. Elle vérifie si la procédure spéciale d'adoption de la loi organique a été respectée, conditions de délai, à titre d'exemple, majorité requise, puisqu'on sait que c'est une majorité qualifiée. Elle vérifie si la loi porte sur une matière considérée comme organique, puisqu'on sait qu'il y a dans la répartition constitutionnelle des pouvoirs des matières qui ne relèvent pas de la loi organique. L'examen entier de la conformité du projet de loi organique portant code électoral dont était saisi le CNT mènerait sur certains points majeurs à une décision de non-conformité, incontestablement. Or, une telle décision emporte la censure des dispositions contraires de celles de la charte, qui constituent bien sûr dans le projet de loi organique. Les problèmes posés par la procédure législative initiée en vue de l'examen et de l'adoption du projet de loi organique portant code électoral se résumaient ainsi, pour avoir un propos davantage intelligible au-delà des considérations préliminaires qui peuvent paraître différents. Il y a un projet de constitution qui, pour être soumis au référendum, nécessite l'élaboration d'une loi organique portant code électoral définissant notamment les modalités de tenue du référendum. Cette loi organique ne pourrait être promulguée et servir d'instrument juridique sous l'empire duquel se tiendrait le référendum qu'à la condition que la Cour suprême contrôle sa conformité à la charte de la transition. Or, cette loi organique comporte de nombreux mécanismes contraires aux prescriptions de la charte, cette loi étant pour l'essentiel inspirée du projet de constitution. En soumettant cette loi organique initialement introduite au CNT au contrôle de sa conformité à la charte, à supposer qu'elle ait pu être adoptée,
formalité obligatoire. Pour la mettre en application, elle aurait été censurée substantiellement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, chers officiers généraux du CNRD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions diplomatiques, consulaires et assimilées, l'impasse juridique à laquelle conduirait cette situation n'a pas été considérée comme irrémédiable par la Commission des fonds et par les commissions d'avis. Celle-ci a proposé, en parlant en l'occurrence de ces commissions, une solution juridique consistant dans l'adoption d'une loi référendaire spéciale, mais surtout une loi spéciale destinée uniquement à permettre l'organisation du référendum constitutionnel. Grande saisine du CNT du projet de loi référendaire qui est donc la résultante, n'est-ce pas, de l'alternative trouvée à l'impasse constitutionnelle qui aurait résulté de l'enclenchement de la procédure législative sous l'empire du premier texte. Considération contextuelle. À la suite du règlement de la question préalable du problème de droit qu'aurait posé l'enclenchement de la procédure législative au fin de l'adoption du projet de loi organique, la Commission des fonds et les commissions d'avis ont finalement été saisies d'un projet de loi référendaire. Cette loi spéciale résulte de l'extraction de la partie du projet de loi organique, le Président l'a dit, consacrée au référendum. Le projet de loi dont la Commission loi et les commissions d'avis ont été saisies est intitulé « Loi définissant les modalités d'organisation du référendum constitutionnel en République de Guinée ». L'adoption de cette loi a pour objet de permettre l'organisation du référendum constitutionnel en vue d'adopter la nouvelle constitution. Une fois que le projet de constitution aura été approuvé par voie référendaire, la nouvelle constitution qui en résultera sera désormais le cadre au regard duquel toutes les lois organiques, y compris le code électoral, seront examinées et adoptées. Étant entendu que le contenu de ces lois organiques aura été en parfaite harmonie avec la nouvelle constitution, aucune exigence constitutionnelle de conformité ne conduira, en tout cas de manière prévisible, à une quelconque censure. Cette solution de loi référendaire spéciale n'a ni pour objet ni pour effet de retarder la poursuite de l'examen de la loi organique portant code électoral. Elle implique d'abord que l'examen de la dite loi organique se poursuive au regard du projet de constitution, tout en gardant le chapitre dédié au référendum pour ceux postérieurs à l'adoption de la nouvelle constitution. À partir de la promulgation de la nouvelle constitution, la loi organique portant code électoral qui aura été préparée en référence au contenu du projet de constitution sera immédiatement soumise au contrôle de conformité de la nouvelle constitution soumise. L'examen de ce projet de loi a fait l'objet d'une intercommission marquée par de pertinents échanges. Lors des travaux en intercommission tenus le jeudi 24 avril 2025 dans la salle des actes, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les conseillers nationaux et les cadres des institutions et départements ministériels intéressés par ce projet des départements au centre desquels le ministère de l'administration du territoire ou en charge de celui-ci. Ces préoccupations ont porté notamment sur la composition de l'ONASUR, sur le rôle de la HAC dans le processus, sur la participation des hommes et des femmes dans ce processus, les moyens de transmission des procès-verbaux à l'organe de gestion du référendum, l'utilisation du bulletin de vote, l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le processus référendaire. Outre ces préoccupations prises en compte, plusieurs amendements ont été formulés et intégrés. Ceux-ci ont consisté notamment dans la restructuration d'abord sur le plan formel du texte de manière globale, dans l'ajout d'autres définitions pertinentes inexistantes dans le texte initial, dans l'éclatement de certaines dispositions pour rendre le texte davantage intelligible, dans le regroupement de dispositions qui se complètent pour éviter un éparpillement inopportun, dans l'insertion de nouvelles dispositions pour rendre le texte plus intelligible, dans la reformulation de certaines dispositions pour des exigences de clarté et d'intelligibilité. Objet de la loi. La présente loi fixe, à supposer même que l'objet puisse déjà résulter de la lecture antérieure, les règles générales relatives à l'organisation du référendum constitutionnel. À ce titre, elle définit les conditions requises pour être électeur, le rôle de la haute autorité de la communication pendant la campagne référendaire, les conditions de déroulement du processus référendaire, les conditions de déroulement du processus référendaire. Elle institue l'organe en charge de l'organisation du référendum dont la mission est d'appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion du référendum, d'appliquer et de faire appliquer la législation en vigueur relative aux partis politiques, aux organisations de la société civile et à tous autres acteurs concernés, d'établir et de réviser le fichier électoral biométrique, d'élaborer et de mettre en œuvre
la stratégie de communication, d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale relative au référendum, d'élaborer et de vulgariser le code de bonne conduite et des règles de déontologie applicables au référendum, de concevoir et de produire tous les documents relatifs au scrutin référendaire, de participer à la création et à l'opérationnalisation d'une unité de sécurisation du référendum, de collecter, de traiter et de diffuser les informations relatives au référendum, de promouvoir l'équilibre homme-femme dans la gestion et la conduite du processus, d'acquérir et de gérer le matériel, l'équipement et les documents concernant le référendum, d'organiser le scrutin référendaire, de gérer les opérations de remontée des procès-verbaux et des bureaux de vote, de centraliser, de totaliser et de proclamer les résultats provisoires, pour respecter des exigences de temps. Elle consacre également l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel, appelé ONASUR. Celui-ci a pour mission de veiller au respect de la mise en œuvre du chronogramme du référendum, de veiller à la mise en place à temps du matériel de vote et des documents relatifs au référendum, de superviser les opérations de vote et de centralisation des résultats, de suivre la transmission des procès-verbaux du scrutin référendaire à la Cour suprême, d'examiner les réclamations portant sur les opérations post-électorales et électorales, sans préjudice, et électorales, sans préjudice des attributions de la Cour suprême et des autres juridictions compétentes. De procéder aux vérifications de contrôle nécessaires, d'élaborer son rapport général d'activité et le transmettre aux autorités compétentes. La présente loi constitue ainsi le cadre d'adoption par le peuple du projet de constitution. Structure de la loi, la nouvelle structure du texte se résume ainsi comme suit. Un chapitre 1 traitant des dispositions générales qui se rapportent à l'objet et au champ d'application, aux définitions, au caractère du suffrage, à la durée du scrutin pour le référendum, aux conditions requises pour être électeur, au droit d'inscription sur les listes électorales, à l'empêchement au droit d'inscription sur les listes électorales, aux listes électorales, aux circonscriptions électorales. Le chapitre 2 composé de 2 sections traite des organes de gestion du référendum. La section numéro 1 est relative à l'organe en charge de l'organisation du référendum, traite des missions du ministère en charge de l'administration du territoire. La section 2 se rapporte à l'organe de supervision du référendum. Celle-ci traite de la création, de la composition, des missions, des attributions du bureau de l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel ONASUR, des indemnités des frais de mission des membres de l'ONASUR, du droit d'observation des autres acteurs. Le chapitre 3 qui se rapporte à la campagne référendaire traite de l'ouverture et de la clôture de la campagne référendaire, de la publication et de la diffusion du projet de texte soumis au référendum, du rôle de la haute autorité de la communication, de l'adoption du projet de constitution. Le chapitre 4, traitant des opérations particulières relatives au référendum, prévoit la convocation du corps électoral, le bulletin de vote, le bureau de vote, la composition du bureau de vote, le recrutement des membres du bureau de vote, la notification de la liste des membres du bureau de vote, le remplacement des membres du bureau de vote en cas d'empêchement ou de contestation, les prérogatives du président du bureau de vote, les prérogatives des membres du bureau de vote, les votes par dérogation, les isoloirs, l'effectif minimum des membres du bureau de vote, l'expression du suffrage par l'électeur dans le bureau de vote, le droit des électeurs atteints de handicap, l'urne, le dépouillement, le décompte des bulletins de vote, les votes nuls, la compilation des résultats du bureau de vote, le traitement des procès-verbaux du scrutin et de leur mode de gestion, la transmission des urnes contenant les bureaux de vote, la transmission des procès-verbaux du scrutin, la production des fiches récapitulatives des résultats, la centralisation des résultats, le recensement général des résultats de la circonscription, le procès-verbal de recensement des résultats du vote et du vote de la circonscription électorale, la transmission des documents de vote à la Cour suprême, la compilation des résultats, la publication officielle des procès-verbaux, la proclamation des résultats provisoires. Le chapitre 5 est relatif au contentieux du référendum. Et celui-ci traite du recours contre les irrégularités du référendum. Il traite aussi des conséquences qui sont susceptibles d'en résulter de l'annulation éventuelle du scrutin référendaire. Les chapitres 6 et 7
intéressent respectivement le régime des interdictions, celui des sanctions relatives au non-respect de la présente loi et des dispositions finales. Ils sont relatifs, n'est-ce pas, en l'occurrence, à l'interdiction de l'achat de conscience et à l'usage d'appareils, à l'entrée en vigueur. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux de la transition, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les officiers généraux du CNRD, chers cadres de l'administration parlementaire, les commissions de fonds et d'avis estiment que le présent texte répond à une impérieuse nécessité compte tenu de l'exigence politique de retour à l'ordre constitutionnel, pour la satisfaction à laquelle l'adoption de la loi référendaire constitue une modalité fondamentale. En considération de la structure générale du texte qui couvre l'ensemble des enjeux du processus référendaire et ce qui d'ailleurs détermine la présentation intégrale de l'ensemble des points dont on aurait pu se passer, la commission de fonds, convaincue de ce que chaque conseiller national trouvera dans ce projet une modalité fondamentale du retour à l'ordre constitutionnel, invite l'ensemble des conseillers nationaux à adopter au meilleur des cas à l'unanimité le présent projet de loi définissant les modalités de l'organisation du référendum constitutionnel. Je vous remercie.